Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Internet. On a un petit site web sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait, des petits articles qui sortent régulièrement, nos podcasts que vous pouvez écouter partout. Voilà, comme toutes les 2 semaines, on se retrouve pour parler de basket américain, là encore en l'occurrence, mais pas que. Je suis avec mon Big Free, ma team habituelle, Marius. Salut Marius, ça va? Ça va et toi? Nickel, nickel. Et Walid aussi qui est là. Salut Walid, ça va? Salut les gars, salut tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de NBA et notamment d'une déclaration faite par le grand patron de la NBA, Adam Silver, il y a quelques semaines. Pour ceux qui suivent notamment le All-Star Game, qui va changer de format cette année. On était sur un format autour de capitaine d'équipe qui avait le plus de votes. Qui organisait une espèce de draft pour composer les équipes, etc. Et on va repasser à un système Est contre Ouest. Mais Adam Silver a dit qu'il réfléchissait à faire quelque chose qu'on entend de plus en plus parler dans le petit monde de la NBA, un match entre les Américains et ce qu'on pourrait appeler le reste du monde. On a de plus en plus de joueurs internationaux qui arrivent en NBA et des gros joueurs internationaux. Voilà, on va parler un petit peu de ça dans ce podcast. On va faire le tour des forces côté Team USA, côté Team World. Voilà, beaucoup de choses à dire. Pour commencer, les gars, j'aimerais qu'on parle un petit peu juste voilà, de la tendance des dernières années autour de l'internationalisation de la NBA. Ça a pris son temps à venir. Les Américains ont été encore très frileux pendant très longtemps à vouloir voilà, drafter des Européens. Voilà, là on sort d'une draft où Victor Wembanyama, le français, a été drafté en première position, promis à être un vrai talent générationnel. On a sur les 4 ou 5 dernières saisons, je ne sais plus exactement, des MVP de saison régulière qui sont des internationaux. 5 dernières, ouais, Yanis, Jokic, Embiid, avant qu'il soit, qu'il soit naturalisé américain. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Vous êtes, je pense, d'accord pour voir qu'on a de plus en plus de joueurs chauds qui viennent pas forcément des États-Unis. Ouais, bah, c'est clair. Bah, de toute façon, nous, c'est sûr, j'ai l'impression qu'on s'en rend bien compte là depuis quelques années, forcément, avec le titre de MVP qui est assez révélateur et qui appartenait par le passé la plupart du temps aux Américains. Donc c'est vrai que là, 5 années consécutives où un Américain ne touche pas ce trophée, ça fait dire à beaucoup d'observateurs et à nous remettre en cause le fait de la suprématie américaine dans le basket américain qu'on voit depuis de nombreuses années maintenant est peut-être remis en cause. Et on a de plus en plus de profils intéressants, de moins en moins, euh, comment dire, catalogués avec un jeu. On a l'habitude du jeu Ouais, le jeu à typique l'européenne. à l'européenne, donc avec peut-être un peu moins de physique, un peu moins de détente, mais toujours propre et tout. Et en fait, on a de plus en plus de profils de joueurs européens qui prennent de plus en plus de risques, qui sont franchise players même de leur équipe par moment. Donc ça vient vraiment, je pense, modifier pour beaucoup d'Américains, notamment la vision qu'ils ont de leur propre sport, qui n'est pas forcément exclusif, enfin inclusif aux Américains, mais tout le monde peut, tout le monde peut être bon à sa manière un peu, à la manière d'un Nikola Jokic là, depuis quelques années qui joue vraiment avec son style de jeu. Voilà. Alors lui, typiquement, c'est vrai qu'il est, il est plutôt européen. Enfin, il a plutôt le profil européen qu'on connaissait de base. Voilà, un grand blanc qui sait un peu tout faire. Alors lui, il a poussé ça à l'extrême et à une excellence telle que ça en fait de lui un joueur vraiment all-time. Mais ouais, euh, beaucoup de joueurs européens un peu partout, que ce soit à tous les niveaux, je pense, là, depuis quelques temps, que ce soit des franchises, comme j'ai dit, mais aussi des role-players. On en voit de plus en plus sur les franchises, n'hésite pas à dire, bah voilà, tu es peut-être européen, mais tu vas être utile en rotation ou en sortie de banc. Tu vas pas être une passoire défensive comme on pouvait avoir la crainte de certains coachs ou quoi à l'époque. Donc je pense que c'est bien et ça permet aussi au sport en général dans le monde, parce que là je parle beaucoup d'Europe, mais dans le monde en général, parce que Embiid, voilà, c'est pas forcément européen. Ouais, ça permet de se dire, je pense, enfin,
ça permet aux gens qui sont pas à la base américains de se dire, bah, moi aussi je peux faire du basket et tout le monde peut être bon dans ce sport. Donc je pense que c'est très bien. Non, c'est clair, mais surtout que ça, je trouve que les États-Unis, ils ont quand même mis quelques années justement avant d'avoir un peu pas ce déclic, mais un peu ce changement de vision, on va dire, sur les joueurs étrangers. Moi, je trouve que ça a commencé un peu à partir de. En fait, la mondialisation, surtout de la NBA, elle a surtout eu lieu à partir de l'époque de Jordan avec les JO de Barcelone, Ah, etc. ça a beaucoup aidé, ouais. Le fait Ça, que les joueurs vraiment professionnels puissent accéder aux compètes des JO, c'est c'est ça. arrivé en 92 avec les JO de Barcelone. Et à partir de là, ça a commencé. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait encore ce côté. Ouais, alors, c'est vrai qu'il est très bon, mais c'est pas un Américain, il connaît peut-être pas bien le jeu, donc on va peut-être pas le drafter très haut. Enfin, pendant longtemps, même. Enfin, tu vois, moi, j'ai un exemple. L'exemple pour moi parfait de ça, c'est Luka Doncic, qui voilà, ça commence à faire quelques années qu'il est dans la ligue maintenant. Sa draft, je crois que c'est 2017, si je dis pas de conneries, ou dans ces eaux-là. Et 2017, ça paraît pas si loin, ça fait quand même 6 ans maintenant. Mais à l'époque, un mec comme lui, qui était déjà habitué à jouer dans l'équipe première du Real, alors qu'il avait à peine 17 piges, et on en parlait vraiment aussi beaucoup comme un talent générationnel. Il a été drafté hors du top 3. Alors, on a aussi une espèce de jurisprudence du grand pivot blanc, comme tu disais, Walid, où pendant longtemps ça a été ça aussi. C'était bah, on va prendre cet Européen-là parce qu'il peut nous servir sous les panneaux, parce que c'est un mec qui est plus grand que tout le monde et au moins il servira à ça. Mais maintenant, on voit aussi que les Européens ne sont pas limités à ça aujourd'hui. Non, non, ils sont pas limités qu'à ça. Après, le problème, c'est que je trouve qu'il y a eu pendant, et je trouve que c'est même encore assez présent. Bon, ça dépend pour quel joueur, attention. Mais je trouve que les joueurs justement étrangers, européens, etc., ont quand même, enfin, ils ont du mal, on va dire, à bien s'intégrer. Pourtant, c'est des bons joueurs aux rotations NBA. On prend l'exemple de Kylian Hayes, par exemple, qui est quand même, c'est un bon meneur de jeu. Après, voilà, il a des il a des soirs avec, il a des soirs sans. Ça peut toujours, voilà, c'est le basket de toute façon. Mais je trouve que voilà, ils ont du mal en fait à vraiment s'intégrer aux franchises en fait. J'ai l'impression que en fait, les front office voient quand même encore les Américains comme étant pas meilleurs, mais peut-être plus compétitifs ou autres pour avoir un. Bah, il y a un côté où je trouve tu laisses plus facilement ta chance. Un Américain a plus de chances de perdurer dans la ligue en tant que role player, alors il y a un côté pour les Européens où Moins de chance. si t'arrives pas à t'adapter Laisse pas sous passer ta un chance. an, 2 ans, Ouais, ouais, c'est ça ça. passe ou ça casse quoi. C'est ça. Et bah, il y a qu'à voir là. Alors, on va leur laisser le temps hein, aussi parce que c'est que leur première saison, mais Vassilier Micic, qui était MVP de l'Euroleague, si je dis pas de conneries ou pas loin, et Philippe Petrousev, qui sont deux gros joueurs européens qui ont été draftés cette année. Euh, on les a très peu vus. Là, j'ai vu que Petrousev, il a été dans le trade de James Harden. Il va déjà retourner en Europe parce qu'il a joué. C'est vraiment dérisoire. Je crois que ça doit tourner à moins de 5 minutes par rencontre. Et Vassili Milic, lui, c'est à peu près 10 minutes, alors qu'on parle quand même d'un des meilleurs Européens de la saison dernière. Donc, il y a un côté adaptation aussi qui marche pas toujours, je trouve. Non, parce que ouais, c'est vrai que l'adaptation, elle est compliquée pour certains joueurs. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. On pense à des Jokic, on pense à des Giannis Antetokounmpo, des Joel Embiid. C'est des joueurs qui ont réussi, mais qui ont quand même qui ont tous eu un peu on va dire cette période. Voilà, ils ont le temps de monter. Enfin voilà, Jokic, il a pas tout de suite été bon. Embiid pareil, Giannis pareil. Ils ont tous eu des temps d'adaptation. Donc c'est à eux de bosser et de montrer qu'ils ont leur place indiscutable dans les effectifs, hein. Ouais, bah justement, ce que tu dis là sur c'est vrai que laisser sa chance plus facilement ou plus se buter sur un Américain qui justement bute et qui ne montre pas son plein potentiel, alors qu'on ne laisserait pas forcément autant de chance à un Européen ou à un non-Américain. Euh, je trouve que ça évolue quand même pas mal. Justement, là, tu viens de citer avec des gros noms, mais même des noms peut-être moins ronflants ou quoi, comme juste Kylian Hayes. Kylian Hayes qui a eu du mal lors de sa première saison, qui sont retentés une deuxième saison. Là, on le revoit là en ce début de saison. Il avait beaucoup de mal, encore une fois, en adresse et tout. Bah, le coach a quand même insisté, il lui a montré sa confiance. Donc, alors, c'est peut-être
que quelques contre-exemples qui font que eux réussissent et pas d'autres. Forcément, je dis pas que tous, maintenant, les Européens, tous sont traités à leur juste valeur ou quoi. Mais c'est quand même en train d'évoluer, de par justement des joueurs qui réussissent, voilà, on pense au process, voilà, ils se sont butés, un joueur blessé, surtout que le process à la base c'était un Australien et un Congolais, donc deux joueurs non américains, ils ont fait le process, bon, avec Ben Simmons ça n'a pas marché, avec Joel Embiid ils ont bien fait de s'y attacher parce qu'au final il a un MVP en titre et là, voilà, c'est toujours aussi dominant et, et c'est un top joueur de la ligue, donc je pense que ça va continuer de donner du crédit à cette méthode, à cette confiance qu'ont les GM pour drafter et aux coachs pour mettre sur le terrain les joueurs qui ne sont pas américains. Euh, mais ouais, du coup, c'est encourageant, je pense, voilà, pour les jeunes Français, même ceux qui partent en D-League et tout. On peut se dire que, voilà, on le voit avec le Thunders, qui a envoyé James en D-League, il revient, il a sa chance, il repart, il lui redonne sa chance. Donc je trouve quand même qu'ils essayent de travailler en adaptant un peu, justement, pour qu'ils s'habituent à la NBA. Ils n'hésitent pas à les envoyer en D-League ou en équipe un peu inférieure pour qu'ils se rodent un peu justement à tout, hormis au jeu. Alors oui, il y a le jeu, le spacing, ça va beaucoup plus vite, les gens tirent de plus loin, donc il y a plus d'espace, les règles sont un peu différentes, tout ça. Mais hormis ça aussi, s'adapter juste à la vie américaine, le fait d'être loin de ses proches et tout. Ouais, c'est clair. Il faut beaucoup de temps. Il y a juste des Européens ou des non-américains qui n'y arrivent pas sur sur ce plan-là et qui décident de repartir au pays pour X ou Y raison, mais plus sur le plan personnel que sportif et que de niveau de jeu et d'adaptation sur le terrain même. Donc ouais, donc ça fait beaucoup de facteurs que déjà un Américain né sur le sol américain n'a pas. Donc ça me semble toujours évident que voilà, il y aura toujours plus de joueurs américains qui émergent en NBA que des joueurs européens de par déjà ces aspects-là naturels et factuels de la vie. Mais au moins ça laisse des chances aux jeunes Européens, voilà, jeunes Français. Là, on en attend encore quelques-uns à la draft prochaine, donc on espère qu'ils auront le même traitement que les étrangers, les non-américains ces dernières années. Avant que j'oublie, Camerounais, Joel Embiid par contre. Camerounais, pas congolais, nickel. Camerouno, Franco-américain. américain. Ok, ok. Mais Ouais, ouais, tu vois, un élément que je trouve aussi qui montre bien que la NBA s'internationalise, c'est l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, depuis aller, là c'est vraiment récent, je pense que ça fait quoi, 2 ans, 2, 3 ans à peine que ça commence vraiment à se voir, ouais. c'est des joueurs américains qui vont jouer en Europe. Bah là, il y a Serge Ibaka, Ibaka. Ibaka, Serge Ibaka Kemba. qui a signé. Kemba qui a signé à Monaco, Mike James aussi, Serge Ibaka. Serge Ibaka qui est parti au Bayern, Kendrick Nunn est parti là en Europe aussi, Jabari Parker a signé au Barça, et c'est des joueurs qui étaient, voilà, qui étaient assez établis. Alors Ibaka, il commençait sur sa fin de carrière, mais Jabari Parker, il est parti, on parle d'un, je crois, top 5 de De draft. draft, hein, ouais, avec les Bucks. Kendrick Nunn, il était aussi bien établi au Heat, donc ça montre aussi que le niveau alors de l'Europe, parce que c'est vraiment on va dire la ligue qui va être juste derrière la NBA, montre aussi qu'il y a un gap moins important, où avant je pense que c'était enfin les mecs préfèrent encore arrêter leur carrière ou se battre toute leur vie pour une place en NBA plutôt que d'aller faire leurs armes en Europe, et aujourd'hui ça se fait de plus en plus, et ça, voilà, ça montre aussi que les systèmes entre joueurs, enfin les systèmes étrangers et américains communiquent de plus en plus, quoi. Dans tous les cas, le niveau il reste compétitif en Europe. Tu vois, là, t'as de l'Euroleague, je veux dire, t'as des matchs très régulièrement. Les niveaux des championnats, ils sont quand même assez relevés. Mais après, le truc, c'est que la plupart des joueurs qui partent en Europe pour X ou Y raison, c'est surtout parce soit ils sont en fin de carrière, soit il y a un manque de temps de jeu. Tu vois, par exemple, Kendrick Nunn, euh, quand il est parti, là, c'était compliqué, hein, je veux dire. Ouais, mais alors il est sorti d'une saison de merde, pardon, Bah, hein, c'est mais ça. aux Lakers, il a eu des blessures et tout ça, C'est ça, quoi. mais enfin, je pense que tu vois ça, il y a quelques années, on le faisait pas en fait. Genre, Non, tu le faisais pas parce qu'il y avait peut-être un peu cette crainte de se dire ouais, la NBA c'est vraiment la ligue élite, c'est vraiment là où il faut être. Alors que voilà, quand t'aimes vraiment le basket et que t'as vraiment envie de jouer, enfin voilà, tu ne te limites pas qu'à la NBA et t'as envie aussi peut-être de
comme Mike James a fait en fait. Mm. Mike James, il était au Brooklyn Nets, il avait quand même son temps de jeu, mais voilà, il a préféré aller à Monaco, alors qu'il avait quand même l'opportunité. Enfin, à l'époque, voilà, les Nets, bon, après, ça s'est dissous avec Harden, Irving et KD, mais voilà, c'était quand même, il avait quand même ses minutes, etc. Et il a préféré aller à Monaco pour jouer. Donc, ouais, c'est vrai que tu sens qu'il y a une évolution là-dessus. Ah, et je trouve quand même que c'est encore un peu. C'est un peu sous-estimé parce que moi je trouve que tu as beaucoup de joueurs européens, enfin ou européens ou voilà monde mondial qui ont un bon cul basket et moi je trouve que c'est ça qui manque par exemple à la à certains à beaucoup de joueurs américains qui sont très forts individuellement mais qui en termes de cul basket enfin c'est pas trop ça hein, en vrai hein. T'en as quand même pas mal qui sont comme ça hein. Ouais, c'est parce qu'en fait, on a l'image du joueur européen très très intelligent aussi. Je pense que ça vient du fait que les joueurs européens qu'on connaît et qui ont réussi en NBA ont besoin de ce Q-basket, donc long. Donc on a forcément les joueurs connus européens qui ont réussi dans la ligue, ont tous, de toute façon ils ont tous des QI incroyables, peu importe le joueur, mais ont tous des QI hors normes. Et c'est grâce à ça souvent qu'ils réussissent. On pense à des Jokic, à des Doncic. Bon bah oui, ils dominent tellement le jeu par Par connaissance du la jeu, lecture surtout les lectures leur de jeu. lecture, et exact, tout ce qui est mental et tout ce qui se voit pas directement sur le parquet. Alors, mais je pense que des joueurs non intelligents, on en a tout autant en Europe qu'aux États-Unis. Non, ouais, moi je te Euh, parle vraiment en termes de joueurs, pas forcément stars, mais joueurs, voilà, de bons joueurs. Je trouve qu'ils ont non, mais, ils ont tous des bons cuits basket quand même. oui, non, mais oui, oui, ça, c'est sûr, mais c'est pour dire que, bah, par exemple, justement, un Wembanyama, là, en ce début de saison, alors, il y a un mélange de tout, hein, mais par exemple, bah, on le compare à Chet Holmgren, j'ai l'impression de voir un garçon plus intelligent pour l'instant et moins pris par la panique. Alors, ça fait aussi que, enfin, c'est Qui dû au ça, un fait que garçon? Chet Holmgren ou Victor? Chet Ah, Chet, ouais, Chet ouais. a moins de peur et prend des shoots plus intelligents et tout, donc on pourrait vite faire le raccourci de bon ben il y en a un qui est intelligent qui a un cul basket et un autre qui a pas de cul basket. Je pense que ça se résume pas aussi simplement, mais Non, non, c'est pour dire que c'est pas voilà, ça que je dis, hein. je pense que non non non, non, mais là ça c'est pas ce que j'insinume, juste en regardant ça bêtement, on pourrait se dire voilà, Oui, je vois il y ce en que a tu un veux dire. intelligent et un autre pas intelligent, mais il y a un temps d'adaptation. Voilà, Chet a eu le temps et tout. Des joueurs intelligents américains, on en a quand même pas mal. Alors, Il y on en a aussi a, bien beaucoup cette sûr. culture aux États-Unis encore présente de voilà du joueur Du one-one. individualiste, du 1v1, Ah bah oui, oui, c'est clair. la croquette. Donc ça oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'on appelle. Enfin, quand ça se passe comme ça, on met pas souvent ça au crédit du QI basket du gars. On met souvent, enfin c'est même le contraire. Donc c'est sûr que les joueurs européens ont beaucoup moins ça, même les gros joueurs en termes de collectif et tout, ça a toujours une formation ou en tout cas une connaissance de l'importance d'un ballon qui circule, peu importe le niveau individuel. Mais le truc, c'est que justement, tu vois, c'est ce que tu dis, et ce qu'on disait avant, c'est pas le 1v1 qui te fait gagner des titres. Là, on regarde avec Denver, par exemple. Denver, ils sont allés au bout parce que ils ont du talent individuel, ça c'est clair et net, et c'est indéniable. T'as du Aaron Gordon, KCP, Jokic, Murray, enfin, t'en as plein. Mais le truc, c'est que ça joue bien au basket, ça distribue bien la balle, ça alterne bien sur les possessions, ça fait pas que l'ISO, parce qu'avec l'ISO, tu peux pas, en fait, t'as besoin, mais aujourd'hui, t'as besoin, non, t'as toujours eu, ça a toujours été le cas, mais t'as besoin pour aller au bout d'avoir du QI basket et d'avoir de l'intelligence dans l'effectif. Donc, moi, je trouve que c'est très sous-estimé pour l'importance que ça a dans un effectif qui veut aller loin, je pense. En vrai. Ouais. Après, au niveau, comme Walid disait, la différence est moins palpable parce qu'il faut pas non plus voilà, être binaire et se dire les Européens ont du QI Ah basket et les non, mais Américains l'ont moins. t'as plein Mais d'Américains qui ont un super QI non, non, basket. bien Hein. sûr. Bah, alors, justement, qu'est-ce que ça donnerait à l'heure actuelle un Team USA contre Team World? Il y a quelques années, c'est le format qui a été adopté pour All-Star Game, justement pour le match des rookies. Mhm. Match des rookies et des sophomores. On a notamment eu l'occasion de voir du Trae Young, du Zion, du Ja Morant qui affrontait Luka RJ Doncic, Barrett. RJ Barrett. Il y avait Shai, je Je crois. crois Hein. qu'il y avait Ouais, Shai, il y avait ouais, Shai ouais, aussi. c'est des noms dont on va reparler. Aujourd'hui, si basiquement tu fais un 5 américain, tu prends qui? Parce que, alors moi je trouve, on va en parler, hein, mais la conséquence de cette récente
forte internationalisation de la NBA, c'est que la plupart des gros joueurs internationaux et qui feraient du coup partie du centre de la Team World sont assez jeunes encore en fait. Là où pour une team USA, tu vas penser à Steph Curry, tu vas penser à Kevin Durant, c'est ouais, Jason Tatum. Après, il y a des jeunes aussi en termes de Team USA, hein. Jason Tatum, 25 ans. Anthony Edwards aussi, qui commence à sérieusement frapper à la porte. Il a que 22 ans. C'est vrai que t'as du client quand même. Joel Embiid, il vient d'être naturalisé américain. Donc, Déjà, tu mettrais quoi comme 5 déjà dans les USA pour commencer? moi, je pense que je mettrais quand même Curry à la main. Après, si on veut prendre, on va dire, quelque chose d'assez jeune, parce que sinon tu peux mettre LeBron et KD, mais enfin, KD il peut rentrer encore dedans. LeBron, un petit peu c'est trop vieux c'est quand un peu même. plus compliqué. Mais pour moi, tu peux mettre déjà du Edwards en 2. Tu peux mettre Tatum en 3 ou en 4, dépendant les solutions que tu as derrière. KD en 4 du coup. KD en 4, Joel Embiid en 5. Après, on a aussi du Bam Anto- Adebayo, un Anthony pivot Davis. américain qui est pas mal chaud. Anthony Davis, bien sûr. Même s'il rentre un peu plus dans la deuxième partie de sa carrière, mais il a encore de quoi faire. Mais après, en face de ça, la Team World, c'est quoi? C'est Luka Doncic, 24 ans. C'est Shai, 25 ans. C'est Yanis, 29. Bogdanovic aussi qui est pas mal. Bogdanovic. Lauri Markkanen aussi. Lauri Markkanen, il a que 26 ans et Markkanen, ouais. il commence à rentrer dans cette caste un petit peu de joueurs internationaux plutôt chauds. Du côté des Canadiens, on n'en a pas encore parlé, mais à part pour Shai, mais même un RJ Barrett, un Dylan Brooks, aujourd'hui c'est intéressant. Jamal Murray, bien sûr. Donc ouais, est-ce que... déjà, faudrait là, vu qu'on a fait le 5 USA, à peu près, je pense qu'on est tous d'accord. Je sais pas si Walid, je sais pas ce que t'en On penses. serait sur... Les gros noms ont été cités. Après, c'est sûr que si on fait toute la profondeur. Ouais, non, on après, n'a ça pas va être, fini, ça va mais, être trop Ça, long. ça donnerait quoi? T'aurais Curry, Edwards, Tatum, KD et Anthony Davis. moi, je mets avec- Booker à la place d'Edward. Ouais, Ouais, il y a Booker aussi, putain, on n'a pas parlé de Booker. J'avoue, Booker, ouais. Edwards, c'est encore un peu tôt. Ouais. Mais Booker. t'as quand même Booker à la place. Et derrière, tu peux mettre du Edwards, tu peux mettre Damien Lillard aussi, du encore Damian à la main. Lillard, du Joel Embiid, du coup, du Bam Adebayo. Pourquoi tu pas peux un faire. petit Jalen Brunson ou un petit Jalen Brown aussi, tu peux le mettre. Ouais, dans- Jalen Brown. Après, au niveau des plus jeunes, Brandon Ingram, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, tout ça aussi, ça commence à être bien intéressant. Et du côté de la Team Le World, 5 World. on aurait quoi comme. Toi, tu verrais quoi comme 5 World Luka à la main, on est tous d'accord, je pense. Ouais, ça, ouais. On a forcément Luka et Jokic à un moment donné. On a peut-être du Sabonis, on a peut-être du Shai Gilgeous, forcément. Yanis. Il y a beaucoup de gros intérieurs, je trouve, dans Moi, la je, Team moi, World. je pense que je mettrais Luka à la main. Moi, le backcourt, c'est Luka Shai, Ouais, Luka Shai. je pense. Assez Parce qu'après, facile. En fait, le truc, c'est à chaque fois, j'ai du mal avec Shai parce que je le mets toujours comme le Canada, c'est au-dessus des États-Unis. Je le compte pas comme je n'arrive pas à le compter comme un international. J'oublie à chaque fois. Mais du coup, ouais, Shai en deuxième, forcément, parce que à son poste, je pense que c'est le meilleur. International, attention, qu'on s'entende. Oui. Avant qu'il y ait quelconque Bah, quiproquo. même après. Oui, même mondial peut-être. mondial, Ça, c'est à débat. Ça, c'est libre à chacun. Shai en 2. Je pense que je mettrais peut-être Markkanen en 3. Moi, j'étais en train d'y penser sérieusement quand même. Ouais, En termes de défense. En FIBA, tu peux encore plus, je pense. Ouais. Là, Ouais, c'est parce pas que- la FIBA, là, c'est pas la FIBA, c'est un Puis alors là, Sabonis, bonjour la taille de l'équipe. Sabonis Ouais. en 4, du coup. Et Jokic en 5. Non, il y a Yanis. Il y a Yanis. Hein. Ah ouais, Yanis, Tu ouais, peux j'avoue. faire Yanis, Sabonis, mais là, ça devient. Je pense que Markkanen, c'est mieux avec Yanis et Jokic quand même. Parce que sur le papier, c'est Du coup, quand tu mets même, quoi? Tu mets vraiment Yanis, pas tu dégueu. mets Yanis en 4 et tu mets Jokic. Ouais, forcément, en Ouais. fait, ouais, tu mets pas Jokic en 4. Bah non. Le pépère, faut pas trop le. Yanis, c'est très bien en 4. Ouais, Yanis, en plus, il est quand même capable de faire du coast to coast. Donc, oui, non, je pense que ça peut être une. Oh, ils ont un 5. Bah ouais, attends. En termes de défense, par contre. En termes de défense, de taille c'est surtout. très, très grave. Parce que Doncic, Shai est un Bon, front Doncic, court. c'est pas le meilleur Markkanen, défenseur, mais il est quand même capable.
un front de courte Markkanen, Yanis, Jokic, ouais, va-t'en attaquer À ça. voir si ce format existe, est-ce que Joel Embiid serait réellement dans la team USA ou serait dans la Bah, c'est ça, team. parce que c'est pas encore officiel non plus, hein, Bah, son. après, une fois qu'il aura joué avec Team USA, je pense que ce sera officialisé, quoi. Mais Oui, non, À, mais, non, à voir s'il mais joue avec. dans, C'est dans ça. les- dans tous les cas, de toute façon, là, c'est pas Team USA, c'est juste américain. Donc, il pourrait être éligible à Team USA, mais est-ce que, enfin, étant donné qu'il peut être éligible aux deux, oui, oui, oui. pourquoi pas essayer d'équilibrer? Parce que là, si t'envoies un Joel Embiid avec le reste du monde, ça vient encore plus ouais, renforcer la raquette et le côté défensif de l'équipe. Les 5 majeurs, honnêtement, ça se tape. Hein, ça se tape. C'est tous des calibres ou presque MVP. Peut-être pas pour Markkanen et un ou deux autres, mais en gros, pour le 5 titulaire, c'est vraiment calibre MVP. Après, c'est sur le banc, forcément, la profondeur est beaucoup moins élevée quand même. Tu as encore des joueurs, forcément. Tu as des Jamal Murray, des RJ Barrett, des Sabonis, du coup, qu'on n'a pas mis tout de suite. Oh, t'as quand même une belle équipe Ouais, c'est Ward. pas dégueu, T'as hein. une belle profondeur, mais les États-Unis, je pense que c'est encore un cran au-dessus. En fait, je pense qu'il y a une flopée déjà C'est les de talents offensifs, moi, je MVP et trouve. de All-Star aux États-Unis qui est encore très très profonde. Forcément, c'est vrai que ça reste encore très très fort. Après avoir, on connaît les résultats sur. Bon, de toute façon, là, ce serait juste un All-Star Game, mais admettons un match compétitif, on imagine un peu science-fiction, on imagine un peu des équipes. Un jeu européen avec des joueurs qui ont Pour moi, pourquoi l'Europe, pas il les des fait, hein. rapprochements et tout, avec un bon jeu de passe et une défense sérieuse et intelligente. Forcément que ça peut faire tomber des individualités qui se marcheraient dessus. Mais en tout cas, en termes d'individualité et tout, le 5 majeur, ouais, ça fait peur, quoi. Est-ce que tu as vraiment après cette dualité de les Européens, les internationaux, la Team World aurait ce côté un petit peu plus tactique, plus ancré dans la défense, etc. Là où l'équipe américaine serait plus voilà, dans la percussion, le jeu offensif, ça court vite, etc. Ça ferait une belle opposition de style aussi, mais enfin voilà, on parle de tactique et de défense. Yanis, il est aussi capable de dire des fois, bon, je prends le ballon, je fais 3 pas et je vous donne tous dessus. Oui, bah oui. Donc après, je pense que ce serait vraiment intéressant de voir dans la sphère NBA ce duel-là. Franchement, c'est dur à dire, mais franchement, je pense que plus les années vont passer, c'est pour ça aussi que je parlais de ce côté, dire, tu refais le duel dans 3 ans. Des mecs comme Lillard, KD, tout ça, ça sort de la rota, alors que Doncic, Shai, tout ça, ça va rentrer en plein dans ce qui est censé être le prime, même s'ils y sont déjà plus ou moins. Euh, Moi, je me dis que plus les années vont passer, plus la balance pourrait pencher vers la Team World quand même. Pour moi, les Worlds, ils les. Enfin, je sais pas. Peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, les Worlds, ils les bousillent, hein. Bah moi, moi, En, il- en moi, ter- en moi, termes il de. est, il est, il est bousillé dans quelques années sûr. Est-ce que cette année déjà, c'est là tout le débat, tu vois. Pour moi, déjà, t'as Jokic et Yanis dans la même équipe, dans ta raquette. Ouf. Parce que déjà, je trouve que Jokic, individuellement, pas grand monde arrive à le défendre. Je J'ai pas trop Bah, vu, il a, hein. il a joué contre Wemby hier soir. Ouais. Bah, même il a quand même mis quelques belles choses, hein, de trois petits Dimanche bâches soir, là, c'était dimanche par-ci soir. par-là. Ouais, ouais, on l'a vu. Après, on a déjà vu il n'y a pas très longtemps, Terry Davis défendre sur Jokic aussi. Non, mais ce que je Et, veux dire, c'est que. et c'était pas fou. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, C'était le c'est- dernier playoff. Ce que je veux dire, c'est que Jokic, en fait, il attire déjà tellement toute la défense qu'à à côté, tu vas avoir du Yanis, tu vas avoir du. Enfin, moi, je trouve que vraiment, en termes de collectif, ouah, ça fait peur, hein. Moi, je trouve que ça fait vraiment peur. Doncic, c'est pas le, on va dire, c'est pas le meilleur défenseur sur l'homme, mais il compense avec son cul basket de fou furieux. Enfin, il met rien que Luka et Jokic dans la même équipe. Imagine. Ah ouais, ouais, non, mais Non, ça. Non, c'est vrai, et c'est vrai que ça a non, pour l'air moi, moins vieillissant sur en tout cas le 5 majeur, en tout cas moins, voilà, quand on voit des LeBron, des KD, des Stephen encore avec l'espoir et de porter un peu l'équipe et tout. C'est vrai que bon, bah, quand tu mets ça en face à des joueurs de 28 ans comme Yanis ou Jokic et des joueurs de 25 ans comme Doncic et Shai, bon, c'est sûr que voilà, tu peux préparer l'avenir plus sereinement et tout, hein, quoi. Donc peut-être un resserrement ouais, possible tout en haut en termes de gros gros joueurs. En termes de profondeur, ça va continuer à petit à petit, voilà, avec les drafts, les joueurs européens de plus en plus qui viennent compléter les effectifs NBA. Donc ça va logiquement, je pense, continuer d'évoluer comme ça. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, c'est pas au dépend ni du jeu ni des affaires d'Adam Silver qui lui voit son business s'étendre un peu partout encore. Donc forcément, ça va pas l'air parti pour arrêter, enfin pour se stopper en tout cas. Donc je pense que ça va continuer de se resserrer.
KD, LeBron, Stephen, déjà on verra s'il y en a pas, si les trois seront en forme quand ce format arrivera, s'il arrive un jour, parce que là on parle d'un format qui est pas encore là, donc s'il arrive, bah, ce sera peut-être plus du tout les mêmes équipes, ce sera même plus les mêmes équipes, c'est certain. Donc avoir le renouvellement, voilà, moi c'est sur les ailes un peu, là on va passer de KD à LeBron, à qui, à des, on a des Tatum, des Brown, mais après on tombe vite sur des Ingram ou des joueurs qui n'ont pas encore prouvé tant que ça, comparé en tout cas aux deux monstres que sont LeBron et KD, à la Surtout en FIBA. C'est ça le truc, c'est que les règles FIBA, elles sont tellement différentes non, mais là c'est pour All-Star Game, du coup. Donc c'est les règles NBA. Ouais, après ça Ouais. dépend aussi avec quelles règles tu Bah joues. ouais, ouais. Mais enfin, moi j'imagine Ouais, ça les règles plutôt NBA, je pense, hein. dans les règles NBA. Mais j'aimerais qu'il y ait effectivement Mais cette balance. Vas-y, vas-y. non, mais c'est parce que moi, en fait, je lui parlais vraiment de. Comment dire? Je sais pas bien comment l'exprimer, mais vraiment ces joueurs, tu sais, qui ont montré sur les compétitions internationales qu'ils étaient vraiment bah, Oui, au- aussi forts sur les règles NBA que les règles FIBA. Et c'est ça des fois qui est compliqué pour certains joueurs de gérer cette transition à la pente. Brandon Ingram qui a fait une Coupe du Monde catastrophique, hein. Enfin, Ouais, mais à côté catastrophique, de ça, pas. t'as Anthony Edwards qui fait Qui a une été très bonne Coupe du monstrueux. Monde. Ouais, non, c'est clair. Donc moi, tu vois, j'aimerais bien qu'on puisse avoir pas forcément ce côté, bah là, c'est les Américains qui ont eu la couronne pendant très longtemps. Là, enfin les Européens, putain non, les internationaux, il n'y a pas que l'Europe. Ouais, c'est fou, hein, comment. Enfin, la Team World prendrait la couronne avec là le pool de joueurs qui est vraiment en train de prendre les premiers rôles. Euh, mais je pense aussi que ça va peut-être mettre un petit coup à l'ego des Américains. Et j'aimerais qu'on puisse avoir ce côté bah, dans quelques années, une génération menée par, tu vois, LaMelo Ball, Trae Young, Zion Williamson, Ja Morant, une génération qui pourrait re-impulser une dynamique et dire là où justement dans, je sais pas, 5-6 ans, ils puissent rivaliser avec une Team World qui sera toujours à peu près ce qu'elle est là actuellement, avec quelques années de plus dans les jambes, quoi. Mais je pense que c'est le but d'Adam Silver, hein, dans tous les cas, d'insuffler un peu ce côté, tu sais, compétitif. Parce qu'il y avait eu un peu aussi une perte aussi d'engouement, je trouve, autour du All-Star. C'est pour ça aussi que ça a beaucoup changé ces dernières années sur les formats de All-Star Game, sur les idées, enfin, sur différentes idées à appliquer. Donc, ouais, je pense que c'est tout l'enjeu aussi de rendre un peu cet enjeu un peu compétitif parce que bah, les joueurs maintenant ils jouent en claquette, hein. C'est surtout ça le souci en fait. C'est aussi pour ça que le format a été rechangé, Ah ouais. pour essayer de recréer une espèce de rivalité entre. Alors là, ce sera entre des conférences, mais on peut imaginer aussi voilà, entre les Américains et le reste du monde. Parce que là, avec le format qui était celui utilisé, à savoir une draft entre. Quand c'était pas Yanis, LeBron LeBron, et KD, c'était Yanis et LeBron. Chacun il récupère quelques potes à eux et ils vont se faire un un city City devant 40 dimanche. 000 personnes, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc non, non, franchement, faudrait effectivement un match plus compétitif parce que le but, c'est pas non plus que ce soit la foire pendant trois quarts Non, temps bah et que non. ça joue un petit peu sérieux pendant 10 minutes sur la fin, là, comme on peut voir sur les All-Star Games des dernières années. Mais Shai, il en avait. Tu voulais dire un truc peut-être, Wally? Mais du coup, non, non, c'était plus une question. Du coup, est-ce que vous pensez, admettons, là, dès l'année prochaine, on revient sur un format. Bah déjà, est-ce que vous êtes hypé sur le format de cette année déjà, qui est Est-Ouest? Bah, je préfère Est-Ouest à le format qui était là. Moi C'est-à-dire aussi. que au début, en fait, on l'a vendu de manière assez cool, mais le All-Star Game a vraiment perdu en saveur. Enfin, moi, j'étais un petit peu plus hypé il y a quelques années quand j'ai commencé à suivre le basket et tout. Et là, enfin, je veux dire, moi, le All-Star Game, bon, j'aime bien regarder les concours encore parce que justement, il y a un petit peu d'enjeu. Mais moi, perso, j'ai pas envie de rester éveillé le dimanche soir pour regarder le All-Star Game, alors que ça devrait être la vitrine, tu vois, du basket en vrai. Bah, regarde par exemple avant. Quand c'était à l'époque Jordan, ça défendait dans le All-Star Game, même au début des années 2000, etc. Si. Ah si, ça défendait Ah, beaucoup plus. plus Ça, que ça c'est. défendait Pas comme vraiment. dans un Ça match défend. normal, mais plus que ces Non, dernières non, années mais quand même. Ça se rend sur le contact individuel, si vraiment maintenant ils se laissent des non, mais boulevards. déjà ouais, la défense n'était pas la même tout court, donc forcément, c'est pas la même chose. Mais les All-Star Games, pour en avoir vu pas mal au tout début où j'ai commencé le basket pour me rattraper un peu, surtout pour découvrir les gros joueurs, le nom des gros joueurs et tout, j'ai regardé pas mal de All-Star Games avec les stats et tout. Euh, Il y a des All-Star Games connus où ça défendait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont connus, tellement ça arrive peu souvent.
ils sont devenus célèbres à l'époque de Jordan et tout, sauf qu'il y a des années enfin, avant ou juste après, où en fait, bah, c'est pareil, c'est un All-Star Game classique où ça défendait pas des masses, où je suis même tombé sur un All-Star Game donc, début des années 90, je crois. Alors, je sais plus lequel, c'était un moment que je les ai vus, où vraiment ils enchaînent trois quatre fautes, mais grossières du type on n'a pas envie de jouer, qui aurait pu blesser des joueurs, et personne s'énerve, en fait, tout le monde juste se dit bon, c'est pas grave, c'est une faute. Tout le monde est là, personne n'en a rien à foutre. Les titulaires ils restent sur le terrain à peine 12 minutes. Ça m'avait bien marqué. Après, il y a les All-Star Games, il y a quelques All-Star Games là, ces dernières années, qui ont fait aussi beaucoup de bruit. On a les scènes de Kobe, Jordan, l'un vs l'un et tout. Pareil, ça défend sur une séquence de 2 minutes. Le reste du All-Star Game, ça ne défend pas. Je suis quand même moins d'accord parce que moi j'avais quand même revu aussi certains All-Star Games où ça. C'est même pas, je te parle même pas de défendre 48 minutes sur 48, mais au moins de montrer quoi. Tu sais, de montrer un minimum. Ah Là, ouais, le bah truc, c'est que là, maintenant, t'as l'impression, des fois, le joueur, il peut courir, dribbler, personne va aller dessus, il va aller soit dunker, ou alors, si c'est Curry, il va shooter du milieu de Ah, terrain. le problème, c'est que c'est un match, comme tu l'as dit, vitrine, donc c'est un peu juste un match d'exhibition, voilà, venir regarder un peu nos plus beaux joueurs. Alors, quand tu es un jeune qui découvre à peine le basket, bah, voir toutes ces stars réunies, forcément, c'est un peu un fantasme et tout, donc tu kiffes, mais une fois que tu as connu le basket, que tu sais qu'encourent les joueurs, se blesser, alors que ça n'a pas réellement d'enjeu quand tu connais le basket et que tu vois déjà ces stars tous les soirs jouer, bon, bah, Ah non, non, l'effet ça de c'est star clair. Donc, défendre ou avoir de l'intensité par séquence, comme tu dis, ouais, on peut encore le revoir. Et moi, je me souviens d'ailleurs, il y a à peine quelques années, là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était le format, en gros, il y avait un score, là. oui, Chaque carton oui. s'était remis, et à la fin, c'est à 147 ou un Bah, truc comme ça. ils ont aussi mis en place ça parce que enfin, alors c'était d'abord après le décès de Kobe, Mhm. pour une édition hommage, etc. Mais après, c'est devenu comme ça parce que ça devenait le bordel et que on n'était pas loin de délire à la 180 à 175, tu vois, Ah bah, c'est clair. à la fin du match. Donc effectivement, je suis d'accord pour ce côté. Les dernières années, c'était vraiment, vraiment le bordel parce que les joueurs sont pas impliqués aussi. Alors après, c'est compliqué de les impliquer puisque tu pars du principe effectivement que c'est un match d'exhibition et je pense que les spectateurs, surtout les jeunes spectateurs, vont préférer voir Curry prendre un pull-up de 10 mètres plutôt que de voir une belle séquence défensive d'un Anthony Davis qui va qui va contester un shoot et faire rater son vis-à-vis. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un côté rivalité à développer avec le Team USA versus Team World, où je pense que ça peut aussi intéresser, au-delà d'intéresser les joueurs, intéresser peut-être aussi le public Ah, c'est clair. qui va se dire, enfin, moi je me sens forcément un peu plus proche de la Team World et de dire, bah, ça me hype aussi, tu vois, de me dire, ouais, est-ce qu'ils vont les niquer, est-ce qu'ils vont leur mettre 30 points dans la bouche, est-ce que ça va être serré? Alors après, comme il n'y a pas forcément d'enjeu tout du long, ça m'étonnerait qu'il y ait un gros écart et peut-être qu'ils vont aussi jouer le jeu d'un truc très exhibition encore et que ça va jouer souvent comme souvent dans les 6-7 dernières minutes. Mais moi je trouve que la proposition est vraiment intéressante et peut-être que ça permettrait aussi de remontrer encore une fois que bah ça y est là, les internationaux en NBA commencent à sérieusement prendre le pouvoir quoi. Mm, franchement, j'y crois pas. Je me dis que même enfin, une rivalité comme ça, peut-être que ça aurait été possible il y a encore quelques années, genre 10, 20 ans à l'époque. Mais maintenant, on parlait tout à l'heure de ça avait moins d'importance pour un GM ou pour un coach de titulariser ou de mettre sur le terrain un Européen ou un non-Américain. Je pense que par contre, ça a encore moins d'importance le fait de ne pas être américain dans la tête de tes coéquipiers, dans la tête des joueurs de la ligue, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec, on va pas faire les anciens, mais avec tout ce qui est Internet, avec tout ce qui est voilà, connexion, en fait, que tu sois français, que tu sois asiatique, que tu sois et que tu viennes jouer en NBA, peu importe d'où tu viens, en fait, dans la tête de tes coéquipiers, tu es avant tout un joueur de basket qui a le même, enfin, il partage plus ça maintenant que vraiment l'aspect euh, patrié, Oui, oui, mais Non, moi de je, la ils se nation, respectent pour, tous, pour hein. créer une rivalité
du Genre, reste du monde et des go, je trouve que cette rivalité elle se joue déjà sur les scènes de Coupe du Monde et oui, JO. bah beaucoup plus même. Mais Bah je oui, parlais, je parlais du côté pour le public. Parce que c'est ça aussi qui a permis l'internationalisation. C'est que un mec comme, je sais pas moi, par exemple Pascal Siakam, qui est camerounais, bah, peut-être qu'il participe en faisant le All-Star à faire regarder, à populariser le oui, basket dans son pays. De même pour, enfin tu vois, on voit chaque année au All-Star Game les mecs comme, bah, l'exemple que j'ai en tête, c'est Zaza Pachulia il y a quelques années, qui recevait des votes qui étaient dans les top votes du All-Star Game des fans parce que il y a tout un pays qui vote pour lui derrière alors qu'en vrai on l'aurait jamais foutu dans un All-Star Game. Mais ouais, c'est le côté hype qui peut se développer vraiment côté public. Côté joueur, je pense que t'auras beau faire n'importe quel format, ils s'en foutent. Ils vont pas. Surtout, tu vois, si tu prends le risque de vraiment jouer sérieux et que tu te blesses et que ta saison elle est foutue en l'air derrière, ouah, ça va tellement foutre le seum à ta franchise, te foutre le seum à toi. Ouais, non, franchement, à part peut-être mettre faire comme le In-Season Tournament, tu promets 500 000 Mais dollars c'est ce que à chaque mec c'est ce que de j'allais vous l'équipe gagnante. c'est ce que j'allais vous dire. Tu sais que Shai, il avait évoqué ça hein, à un moment en conférence de presse, justement à propos du All-Star Game, en disant qu'en fait, le truc, c'est que pour eux, ça leur apporte quoi en soi, personnellement? Ils jouent 82 matchs dans une saison. Ils jouent quasiment tous les soirs. À un moment, voilà, t'arrives à un événement, bon, t'as pas forcément de récompense, c'est vraiment juste un match, comme on a dit, vitrine pour montrer. Bah, eux, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, ils jouent toute l'année, ils ont pas besoin. Si tu suis le basket, comme disait Wally tout à l'heure, tu les connais, tu vois, ces mecs, tu les vois tous les soirs, Bien sûr. etc. Et t'as Donc, davantage envie de les voir t'as davantage envie de les voir. à d'autres Et moments que Shai, là. il avait dit que en fait, un mois, il avait été critiqué d'ailleurs pas mal pour ça. Il avait dit donnez du cash prize. Donnez 500 000 euros aux joueurs et vous allez voir, là ils vont être. Ils vont plus être partants pour justement se donner à fond. Parce que là, le truc, c'est que les mecs, tu leur proposes un match comme ça, bah ils s'en foutent. Voilà. Comme on dit, hein, ils vont jouer le dimanche matin au City. Pour eux, c'est la même. Hein, je veux dire, ils sont habitués au public, etc. Donc, c'est pas. Je pense ce qui les dérange le plus. Donc, c'est pour ça, il s'était fait fort, tu vois, au final, le In-Season Tournament, c'est pas vraiment ça, mais voilà, il y a un peu ce côté cash prize, etc. Bah, en fait, Ouais. ça rejoint l'idée de Chai, en fait. Proposer-leur du cash prize, moi, je Peut-être pense un que test aussi pour voir c'est ça. ce que ça peut Tu peux donner sur essayer, hein. All-Star derrière. Tu dis, ouais, l'équipe gagnante, elle empoche, bon, allez, chez l'NBA, je sais pas, 20 millions, j'en sais rien. Hein. Je te dis hein, une somme au hasard. Voilà, t'inquiète pas que les joueurs, Ouais, ouais, ouais. ils vont se donner sur le terrain, t'inquiète. Donc, voilà. Dites-nous, du coup, si vous êtes plutôt team USA ou team World. On a eu un beau débat là. On est plutôt, je Team World pense, pour ma part, voilà, voilà, je le dis. plutôt team World quand même, mais Non. non, 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 il y a quand même, enfin, en majorité là sur le plateau, on va être team non, World, oui. mais attention, voilà, team USA va pas se laisser prendre sa couronne non plus aussi facilement. Reste à voir un format comme ça, peut-être sur autre chose qu'un All-Star Game aussi, parce que bah, on en a parlé, le All-Star, c'est compliqué pour hyper les joueurs, un peu moins pour hyper le public, mais un petit peu, voilà, un petit peu d'adversité, ce serait Ça bien. ferait vraiment pas de mal. Et peut-être qu'on en retrouvera un petit peu, j'espère, avec le format Est-Ouest déjà cette année. Bah, merci de nous avoir écoutés, les gars. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire des retours. Suivez Planète Basket sur Instagram, @planetebasket-du-bas. Allez faire un petit tour sur notre site pour voir les autres podcasts, les articles, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour parler de basket. Salut les gars! À bientôt, la MIF. Salut.